Chaque fois que vous montez dans un bus, vous foulez le résultat d'une guerre d'ingénierie qui a duré des décennies. Avez-vous déjà remarqué que, contrairement à votre voiture, le cœur de ces géants bat à l'arrière? Ce n'est pas une question de mode, ni parce que les ingénieurs manquaient d'espace à l'avant. C'est un échec technique qui a changé à jamais l'apparence de nos villes. Pendant des années, transporter 70 personnes d'un point à un autre était un enfer de bruit, de chaleur et de plancher si haut que monter dans le bus ressemblait à l'ascension d'une montagne. Déplacer le moteur à l'arrière n'était pas seulement un changement mécanique, c'était une bataille pour chaque centimètre d'espace, pour la psychologie du silence et pour un concept que nous considérons aujourd'hui comme acquis, l'inclusion. Si vous pouvez aujourd'hui monter dans un bus sans faire de musculation avec vos jambes, c'est grâce à ce secret qui se cache dans la dernière rangée. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toutes les raisons fondamentales pour lesquelles le moteur avant a disparu des transports publics. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer comment une simple décision de conception concernant le poids du moteur a empêché des milliers de bus de se renverser dans les virages, en plus d'expliquer pourquoi le moteur arrière reste le roi. Commençons. Pourquoi les premiers bus avaient-ils le moteur à l'avant? Pour comprendre pourquoi le moteur se trouve à l'arrière, nous devons d'abord remonter à une époque où il se trouvait à l'avant, très à l'avant. Les débuts du bus n'ont pas été glamour. Ils ne sont pas le fruit d'une conception visionnaire axée sur le confort humain, mais d'une adaptation pragmatique et presque brutale. Les premiers bus motorisés du début du XXe siècle étaient, en substance, des camions dans lesquels on avait encastré une caisse en bois avec des fenêtres. La logique était simple et héritée. Le châssis du camion existait déjà, il était robuste, éprouvé et relativement peu coûteux à produire. Sur ce châssis, l'architecture était sans équivoque. Un gros moteur monté longitudinalement devant le conducteur, avec une longue transmission qui traversait tout le véhicule jusqu'à l'essieu arrière-moteur. Cette conception, connue sous le nom de configuration conventionnelle, présentait un avantage majeur pour les constructeurs. Elle leur était familière. Les chaînes de montage étaient déjà adaptées à cela, les mécaniciens en connaissaient les rouages et le stock de pièces était établi. Pour les entreprises de transport émergentes et disposant de budgets serrés, c'était le choix le plus judicieux. Acheter un châssis de camion et y adapter une carrosserie de passagers était plus économique que de développer un véhicule à partir de zéro. C'est ainsi que les rues ont commencé à se remplir de ces hybrides bruyants et verticaux, où le conducteur partageait sa cabine avec la chaleur et le vacarme du bloc moteur, et où les passagers montaient plusieurs marches pour accéder à une cabine qui vibrait à chaque explosion des cylindres. C'était la solution de l'époque, mais elle contenait en son sein les germes de son obsolescence. Car un bus n'est pas un camion. Son chargement n'est pas constitué de marchandises inertes, mais de personnes. Et les personnes, contrairement aux sacs de courrier ou aux barils, ont besoin d'espace pour s'asseoir, marcher, respirer. Elles exigent surtout de pouvoir monter et descendre sans avoir à faire une expédition d'escalade. Le moteur avant, avec sa présence volumineuse, est devenu le gardien d'un espace précieux, toute la partie avant du véhicule. C'était un géant d'acier occupant l'espace où aurait pu se trouver davantage de sièges, où aurait pu être créée une large entrée, où la vue du conducteur aurait pu être dégagée. L'efficacité du camion s'était heurtée à l'ergonomie du transport humain. Et c'est dans ce conflit qu'est née la nécessité d'une révolution. Une révolution qui ne visait pas à réduire la taille du moteur, mais simplement à le déplacer. La révolution du plancher surbaissé, le rêve de l'accessibilité universelle. Le changement de paradigme ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais comme un courant irrésistible alimenté par un idéal social de plus en plus fort, l'inclusion. Alors que les villes s'agrandissaient et que les transports publics devenaient l'artère vitale de la mobilité, il est devenu évident qu'un escalier de 3 ou 4 marches était un obstacle insurmontable pour une grande partie de la population. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les parents avec des poussettes, les voyageurs avec des bagages lourds ou simplement ceux qui étaient pressés trouvaient dans le simple fait de monter dans un bus un obstacle monumental. Le moteur avant, dont l'architecture obligeait à placer le plancher de la cabine passager au-dessus de l'essieu et de la transmission, était le principal responsable de cette hauteur. La recherche d'un plancher bas est devenue le saint graal de l'ingénierie des autobus. Comment faire en sorte que le plancher de la cabine soit aussi proche que possible du quai, idéalement à la même hauteur, sans perdre en capacité, en robustesse ou en traction? La réponse, bien que techniquement complexe, était conceptuellement simple.
Il fallait dégager la zone entre les essieux. Et le principal obstacle physique dans cette zone était précisément l'ensemble moteur-transmission qui traversait longitudinalement le châssis. La solution consistait à retirer le moteur de ce tunnel central. En le déplaçant vers l'arrière et surtout en le développant dans une configuration horizontale ou en plateau sous le plancher à l'arrière, les ingénieurs ont réussi à libérer toute la longueur entre les essieux. Du coup, le plancher entre la porte avant et la zone arrière pouvait être plat, continu et bas. Il ne s'agissait pas d'une amélioration marginale, mais d'une transformation radicale. Un bus à plancher bas, ou dont une grande partie du plancher était basse, réduisait la hauteur d'embarquement d'environ 80 cm à 35 cm, voire moins. Il était équipé de rampes extensibles pour laisse-fauteuil roulant. Il transformait l'acte de monter dans le bus en un simple pas, et non plus en une ascension. Cette prouesse technique, motivée par les réglementations en matière d'accessibilité dans le monde entier, a redéfini la mission sociale du bus. Il n'était plus un véhicule réservé aux personnes agiles et fortes, mais un outil de mobilité démocratique. Et tout a commencé par la décision de supprimer le moteur. Le rêve de l'accessibilité universelle avait besoin d'espace, et cet espace ne pouvait être obtenu qu'en déplaçant le cœur mécanique de la machine. Sièges, couloirs et lutte contre les marches. Le moteur ayant été relégué à l'arrière, les concepteurs de carrosserie se sont retrouvés face à une toile vierge. Un grand parallélépipède sur roue, dont l'intérieur était presque entièrement dépourvu d'obstacles mécaniques majeurs. Cette liberté spatiale a permis de mener la bataille la plus importante à l'intérieur du bus, celle du confort et de la capacité. Dans un bus à moteur avant et transmission centrale, le tunnel du cardan traversait le véhicule comme une colonne vertébrale surélevée, divisant le plancher et volant de l'espace pour les pieds des passagers assis dans les rangées centrales. De plus, la nécessité d'abriter le moteur obligeait les premières rangées, juste derrière le conducteur, à être surélevées par rapport à celui-ci, créant ainsi des marches internes dangereuses et réduisant la sensation d'espace. Avec le moteur arrière et une transmission ultra courte, ce tunnel central a disparu ou a été réduit à une insignifiance. Le plancher est devenu une plaque continue. Cela a révolutionné la géométrie de l'intérieur. Les sièges pouvaient être disposés de manière plus flexible et plus dense. Les allées pouvaient être élargies, facilitant la circulation des personnes même lorsque le bus était plein. L'absence de marches internes, tout au plus une petite élévation à l'arrière pour loger le moteur horizontal, éliminait un risque constant de trébuchement et de chute, en particulier lorsque le véhicule freinait ou accélérait. Mais le gain d'espace n'était pas seulement horizontal, il était également vertical. La configuration arrière a permis d'expérimenter la zone d'aération du moteur. En l'absence d'un énorme bloc avant, la carrosserie pouvait être conçue avec des lignes plus épurées et un centre de gravité plus bas et plus uniforme. Cela se traduisait par des bus plus stables dans les virages, avec moins de roulis, ce qui améliorait directement le confort du voyage en réduisant le mal des transports. Chaque centimètre gagné sur le moteur se traduisait par des centimètres cubes d'espace habitable, une plus grande sécurité intérieure et une expérience de voyage moins agressive pour le corps. Le bus a cessé d'être perçu comme une machine dans laquelle on voyageait et a commencé à ressembler à un salon, modeste mais fonctionnel, sur roue. Cette transformation silencieuse de la géométrie interne est peut-être la réalisation la moins célébrée, mais la plus appréciée par les millions d'usagers quotidiens qui, sans le savoir, profitent d'un confort sculpté par l'absence d'un moteur au mauvais endroit. Comment l'absence de moteur à l'avant a transformé l'embarquement. Si l'espace intérieur a gagné la bataille, les portes ont gagné la guerre du flux. Dans les transports urbains, le temps est plus que de l'argent, c'est la ponctualité de tout un réseau. Les secondes qu'un bus passe à l'arrêt sont des secondes perdues qui s'accumulent tout au long d'un trajet, générant des retards en cascade. Dans les anciens bus à moteur avant, le processus d'embarquement et de débarquement était un goulot d'étranglement inhérent à leur conception. La porte principale, presque toujours unique et située à l'avant, était contrainte par la présence du moteur. Elle devait être placée derrière l'essieu avant, mais avant le début de la masse de la cabine passager, dans un espace compromis. Elle était souvent étroite, avec une ou deux marches d'accès prononcées. Cela rendait la montée et la descente lentes, séquentielles, presque rituelles. Les gens faisaient de la queue pour monter les marches une par une. Avec la libération de la zone avant, la conception des portes a explosé en possibilités.
En l'absence de bloc moteur à contourner, les ingénieurs ont pu installer des portes plus larges, beaucoup plus larges. Ils ont pu concevoir des systèmes à double battant qui s'ouvraient comme les portes d'un ascenseur, créant des ouvertures de plus d'1,20 m de large. Plus important encore, ils ont pu multiplier le nombre de portes. Le concept de portes multiples est né de cette liberté. Un bus urbain moderne dispose généralement d'au moins 2 larges portes à double battant et de nombreux modèles articulés en ont 3, voire 4. Cela permet une séparation naturelle des flux, entrée par la porte avant, sortie par la porte centrale et arrière. L'efficacité est considérable. Alors qu'auparavant, il fallait plusieurs minutes à 50 personnes pour descendre d'un véhicule, cela ne prend désormais que quelques secondes. Cette conception facilite également les systèmes de paiement modernes où le conducteur n'a plus besoin de surveiller chaque entrée, la validation du ticket ou de la carte étant décentralisée à chaque porte. La large ouverture et le plancher bas permettent l'intégration de rampes automatiques pour les fauteuils roulants ou les scooters électriques, facilitant ainsi l'accès sans assistance extérieure. La porte n'est plus une bouche étroite qui avale les passagers un par un, mais un seuil large et généreux qui gère les foules avec la fluidité d'un métro. Ce bond en avant en termes d'efficacité opérationnelle, qui réduit les temps d'arrêt et augmente la ponctualité et la capacité du réseau, est un avantage direct, quantifiable en termes d'argent et de satisfaction, de l'avoir supprimé le moteur à l'avant du bus. Le pare-brise panoramique comme arme de sécurité urbaine. Il existe un dernier conquérant dans cette guerre pour l'espace avant, qui sauve des vies chaque jour sans que nous nous en rendions compte, le pare-brise. Dans un bus à moteur avant, le capot est long et haut. Le conducteur est assis derrière ce capot, dans une cabine souvent surélevée pour voir au-dessus du moteur. Son champ de vision avant, bien que haut, comporte d'énormes angles morts juste devant le véhicule, une zone connue sous le nom de zone mortelle, où un piéton, un cycliste ou un enfant peuvent devenir complètement invisibles. La position du moteur exige une conception de la cabine qui privilégie l'espace pour les mécanismes plutôt que la visibilité. En supprimant le moteur de cet emplacement, l'avant du bus a pu être entièrement repensé selon un principe radical, la transparence. Le pare-brise avant a pu être prolongé vers le bas, presque jusqu'au niveau du pare-choc. Il a pu être incurvé sur les côtés, enveloppant les coins avant. Le conducteur ne se sent plus assis sur le véhicule, mais à l'intérieur de son bord avant. Il en résulte un champ de vision panoramique, presque comme dans le cockpit d'un avion, qui élimine les angles morts avant critiques. Le conducteur peut voir un piéton traverser juste devant le bus. Il peut évaluer avec précision la distance par rapport au trottoir. Il peut observer le trafic qui s'engouffre sur les côtés à un carrefour. Cette visibilité est le système de sécurité passive le plus important dont dispose un bus urbain. Elle réduit considérablement le risque d'accident lors de manœuvres à faible vitesse, qui sont les plus fréquentes dans les environnements encombrés. De plus, sur le plan psychologique, le fait d'être assis dans une cabine lumineuse et offrant une vue dégagée réduit la fatigue du conducteur et améliore sa conscience situationnelle. Cette vision parfaite n'est pas un ajout cosmétique. Il s'agit d'une caractéristique structurelle qui n'est possible que parce que derrière l'énorme panneau de verre, il n'y a pas un bloc de fonte à 6 cylindres, mais l'espace pour les pieds des passagers de la première rangée, ou tout simplement de l'air. L'avant du bus a été entièrement consacré à être un outil de perception, un œil géant qui balaye la rue. Dans l'équation éternelle de la sécurité routière, où voir c'est éviter, le moteur arrière a donné au conducteur les yeux dont il avait besoin. Et ainsi, la boucle du triomphe de l'espace était bouclée. L'espace autrefois occupé par la puissance brute du moteur est désormais occupé par la puissance brute de la vision. Un échange qui a rendu les rues un peu plus sûres pour tous. L'équilibre sur roue, répartition du poids et traction sur sol mouillé. Un bus vide est un engin à l'équilibre délicat. Avec une carrosserie longue et creuse, son poids est réparti de manière inégale, et une grande partie de la masse critique, le moteur, la transmission, peut peser sur un seul essieu. Dans la configuration d'origine à moteur avant, jusqu'à 2/3 du poids à vide pouvait reposer sur l'essieu avant. Cela créait un véhicule à tête lourde, avec une direction lourde et une usure prématurée des pneus avant. Mais le vrai problème surgissait lorsqu'il était chargé. Lorsque 70 personnes montaient à bord, elles le faisaient principalement dans la cabine, sur toute la longueur du châssis. Leur poids s'ajoutait principalement à l'essieu arrière. Il en résultait une répartition du poids qui changeait radicalement. D'un excès sur l'essieu avant à VAF à un excès potentiel sur l'essieu arrière en charge.
Ce déséquilibre dynamique affectait la traction, le freinage et la stabilité. En déplaçant le moteur à l'arrière, les ingénieurs ont réussi un tour de force mécanique, équilibrer intrinsèquement la balance. Le poids du moteur, une masse fixe de plusieurs centaines de kilogrammes, a été placé directement sur l'essieu arrière ou à proximité immédiate de celui-ci. Cela signifiait que, même lorsque le bus était à vide, une partie importante du poids se trouvait déjà là où elle serait le plus nécessaire lors du chargement des passagers, sur l'essieu moteur. La répartition du poids est devenue nettement plus équilibrée de série, se rapprochant généralement d'un rapport 50-50 ou 60-40 en faveur du train arrière. Les conséquences sont profondes. Tout d'abord, la traction. Un essieu moteur plus lourd a une meilleure adhérence. Dans des conditions de pluie, de neige ou sur des pentes glissantes, un bus à moteur arrière a un avantage inhérent pour transférer son couple moteur à l'asphalte sans que les roues ne patinent inutilement. Deuxièmement, le freinage. Une répartition plus équitable du poids permet aux deux essieux de contribuer de manière plus équilibrée à l'arrêt du véhicule, réduisant ainsi la distance de freinage et évitant le blocage prématuré des roues avant, qui seraient allégées dans une configuration avant sous charge. Enfin, la stabilité directionnelle. Un bus mieux équilibré et moins susceptible de sous-virer, continuer tout droit dans un virage ou de subir un roulis nerveux. Il suit plus fidèlement la trajectoire tracée par le conducteur, en particulier à vitesse élevée. Cet équilibre sur roue, cette utilisation intelligente du poids mort du moteur pour précompenser la charge vive des passagers, est l'une des astuces techniques les plus élégantes après le moteur arrière. Il transforme un problème, le poids du moteur, en solution à un autre, la stabilité sous charge. Isoler les vibrations des passagers. S'il y a une sensation qui définit l'expérience dans un vieux bus à moteur avant, c'est bien le bourdonnement. Un bourdonnement profond qui vibre dans le sol, un cliquetis constant dans les sièges, un bruit qui empêche la conversation et fatigue les sens. Le moteur, monté sur un châssis avant, transmettait ces vibrations directement à la structure principale du châssis, qui agissait comme une caisse de résonance géante, amplifiant et distribuant le bruit mécanique dans toute la carrosserie. Pour le conducteur, assis juste au-dessus ou derrière la source, c'était une torture quotidienne. Pour les passagers des premiers rangs, c'était un compagnon inconfortable sur les longs trajets. Le déplacement du moteur à l'arrière a introduit une barrière acoustique naturelle, la longueur du véhicule lui-même. Soudain, la principale source de bruit et de vibration se trouvait à une distance de 7 à 12 mètres du conducteur et de la plupart des passagers. Cette distance physique est le meilleur isolant possible. Mais les ingénieurs ne se sont pas arrêtés là. En concevant un compartiment arrière spécifique pour le moteur, ils ont pu l'isoler acoustiquement de manière beaucoup plus efficace. Ce compartiment moteur arrière est devenu une pièce insonorisée avec d'épaisses couches de matériaux absorbants sur ses parois, des joints en caoutchouc et de LEIE sur les supports de montage pour isoler les vibrations et des volets de ventilation conçus pour dissiper la chaleur sans laisser passer le son. Le bruit qui s'échappait ne pénétrait plus directement dans l'habitacle, mais se dissipait principalement à l'arrière, vers l'extérieur. L'effet transformateur sur le confort est difficile à exagérer. Dans un bus interurbain ou longue distance à moteur arrière, il est possible de tenir une conversation à voix normale depuis n'importe quel siège. Le conducteur peut écouter la radio, les annonces du système de sonorisation et surtout, les bruits de la circulation extérieure avec clarté. La fatigue auditive, un facteur de risque pour la sécurité et le bien-être au travail du conducteur, est considérablement réduite. Ce silence relatif n'est pas un luxe, c'est un élément essentiel de la sécurité et de la qualité du service. Un conducteur moins fatigué et plus concentré est un conducteur plus sûr. Un passager qui arrive à destination moins stressé par le bruit est un utilisateur plus satisfait. En reléguant le moteur à l'arrière, le bus a non seulement gagné de l'espace, mais aussi gagné en tranquillité. Le chemin le plus court vers la puissance, pertes mécaniques et efficacité de la transmission courte. Chaque fois que l'énergie doit être transmise, une partie est perdue en cours de route. Dans un véhicule, le trajet le plus critique est celui que parcourt la puissance depuis le vilebrequin du moteur jusqu'aux pneus qui poussent contre l'asphalte. Dans un bus à moteur avant et à traction arrière, ce trajet est une odyssée mécanique. La puissance doit descendre du moteur vers une boîte de vitesse, puis être transférée, via un embrayage ou un convertisseur, vers un long arbre de transmission, le cardan.
qui peut mesurer 5 ou 6 mètres. Cet arbre tourne à des milliers de tours par minute, soutenu par des roulements intermédiaires, jusqu'à atteindre le différentiel arrière, où il se divise finalement et est envoyé vers les roues. Chacun de ces maillons, chaque jointe universelle, chaque roulement, introduit des frottements, des flexions de torsion et des pertes de chaleur. C'est de l'énergie payée en carburant qui n'arrive jamais sur la route. La configuration du moteur arrière a révolutionné ce paradigme en raccourcissant considérablement le trajet. En plaçant le moteur juste à côté, voire intégralement avec l'essieu arrière-moteur, la transmission est simplifiée à son expression la plus minimaliste. Dans la configuration la plus courante, le moteur est monté en position horizontale, sur plateau, sous le plancher arrière, son vilebrequin étant parallèle à l'essieu. La boîte de vitesse est directement couplée à celui-ci, et des demi-essieux extrêmement courts en sortent pour se connecter directement aux roues. Le long arbre de transmission rotatif disparaît. Les joints universels intermédiaires disparaissent. Le trajet de la puissance se mesure désormais en centimètres, et non plus en mètres. Les pertes par frottement et torsion s'effondrent. Cette efficacité mécanique supérieure se traduit directement par deux avantages tangibles pour l'opérateur. Une consommation de carburant réduite et une puissance disponible accrue au niveau des roues. Un bus à moteur arrière peut déplacer les charges avec moins d'effort du moteur ou offrir de meilleures performances, accélération, capacité en pente, avec le même moteur, car une plus grande partie de l'énergie qu'il génère est effectivement transmise à l'asphalte. Dans un monde où le carburant représente l'un des principaux coûts d'exploitation et où les réglementations en matière d'émissions exigent une efficacité toujours plus grande, cet avantage n'est pas un détail. C'est une raison économique de poids, un argument silencieux qui se reflète dans chaque facture de diesel et dans l'empreinte carbone de chaque trajet. Moins de pièces, moins de problèmes, simplicité mécanique et maintenance à long terme. La simplicité est le saint graal d'une ingénierie fiable. Et la simplicité, en mécanique, se mesure au nombre de pièces mobiles. La transmission d'un bus à moteur arrière est un hymne à cette simplicité. En supprimant l'arbre de transmission long et ses supports intermédiaires, on élimine également tous les points de défaillance associés, les roulements ou paliers du cardan, les joints universels, croisillons, les soufflets en caoutchouc qui se fissurent et laissent échapper la graisse. Ces composants, dans un bus à moteur avant, sont soumis à des contraintes constantes de torsion et de vibration, sont difficiles à inspecter sans mettre le véhicule dans une fosse, et leur défaillance peut être catastrophique, laissant le bus immobilisé au milieu de la route. Dans la conception arrière, ces risques disparaissent. La transmission est compacte, contenue et accessible depuis le compartiment moteur arrière ou depuis le dessous du véhicule. Cette simplicité s'étend à d'autres domaines. Le système d'échappement, par exemple, est plus court et plus direct, avec moins de coudes et de supports. Le circuit de refroidissement du moteur peut être plus compact. Même les câbles de démarrage et de gestion électronique parcourent une distance moindre. Pour les ateliers d'entretien, il s'agit d'un changement de paradigme. Les opérations de routine et les réparations majeures sont facilitées. Un mécanicien peut accéder à la majeure partie du groupe motopropulseur à partir d'un seul point, le haillon arrière. Il n'a pas besoin de démonter de grandes sections du plancher ou de travailler dans des espaces confinés sous le châssis pour atteindre l'embrayage ou la boîte de vitesse. Cela réduit le temps de main-d'œuvre, qui est l'un des coûts les plus élevés dans l'entretien des flottes. Cela réduit également le risque d'erreur lors du remontage. Une conception plus simple est une conception plus facile à diagnostiquer et à réparer. À long terme, cela se traduit par une plus grande disponibilité du véhicule, plus de jours sur la route, générant des revenus, et un coût total de possession plus faible. La philosophie « moins c'est mieux » trouve ici sa pleine expression. Moins de composants entre le moteur et la roue signifie moins de choses qui peuvent se casser, moins d'heures d'atelier et, en fin de compte, un bus plus fiable pendant les 10, 15 ou 20 ans de sa durée de vie. La robustesse n'est plus seulement une question de matériaux épais, mais aussi d'intelligence dans la conception qui élimine les points faibles dès la conception. Le point aveugle du concepteur, introduction du défi du virage en queue. Cependant, aucune solution technique n'est parfaite et la configuration du moteur arrière pose un défi dynamique particulier, un angle mort que tout conducteur de bus doit apprendre à maîtriser. Le redoutable dérapage arrière ou survirage de la carrosserie. Pour comprendre ce phénomène, il faut à nouveau visualiser le bus. En plaçant le moteur et tout le poids du groupe motopropulseur à l'arrière,
on crée un porte-à-faux important. Une partie de la carrosserie qui s'étend bien au-delà de l'essieu arrière. Cette queue lourde a sa propre inertie. Lorsque le conducteur tourne le volant pour prendre un virage, l'avant du bus commence à tourner, mais cette masse arrière en saillie veut continuer en ligne droite pendant un instant, suivant sa propre inertie. L'effet est que l'arrière du bus traîne dans le virage, balayant vers l'extérieur, vers le trottoir opposé au sens du virage. Dans une rue étroite, cela signifie que, lorsqu'il tourne à droite, l'arrière gauche du bus peut empiéter sur la voie opposée ou heurter un poteau, un panneau ou, pire encore, un piéton sur le trottoir. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, mais d'une caractéristique physique inhérente à l'architecture d'un véhicule long dont la masse est concentrée à une extrémité. C'est le prix à payer pour tous les avantages mentionnés ci-dessus. Les constructeurs et les exploitants en sont conscients. Et la réponse n'a pas été d'éliminer le problème. Ce qui est impossible sans modifier la configuration, mais de le gérer par le biais de la conception et de la formation. Du côté de la conception, les bus modernes sont équipés de miroirs convexes géants du côté du conducteur, spécialement destinés à surveiller le trajet de l'arrière lors des virages. Certains sont même équipés de caméras avec vision en temps réel. La carrosserie est moulée de manière à offrir au conducteur des repères visuels clairs. Du côté humain, la formation est essentielle. Tout conducteur de bus professionnel suit une formation pratique au cours de laquelle il apprend à s'ouvrir avant un virage serré, en prenant une trajectoire plus large à l'entrée pour laisser de la place à l'arrière du véhicule. Il apprend à ressentir la longueur de son véhicule comme une extension de son propre corps. Ce défi est, en fin de compte, la preuve que l'emplacement du moteur est un compromis. Une complexité mécanique et un manque d'espace sont compensés par une complexité dynamique qui doit être maîtrisée par l'expertise humaine. Mais dans l'ensemble, pour les opérations de transport de masse ou l'efficacité, le confort et le coût à long terme priment, le jury a déjà rendu son verdict, cela vaut la peine d'apprendre à dompter l'arrière du véhicule. La domination du moteur arrière dans le paysage urbain et interurbain est indéniable, mais un examen plus attentif révèle qu'il n'a pas réussi à s'imposer totalement. Sur les routes secondaires, dans les cours d'école et dans certains créneaux spécialisés, d'autres configurations non seulement survivent, mais prospèrent. C'est l'histoire de la façon dont des facteurs économiques, des missions opérationnelles spécifiques et, aujourd'hui, une disruption technologique sans pré maintiennent vivante la guerre des configurations. Comprendre pourquoi le moteur arrière n'est pas tout est essentiel pour apprécier la complexité de la conception des transports de masse. Ceux qui résistent, pourquoi les bus scolaires et certaines voitures particulières conservent le moteur à l'avant. Au milieu du consensus technique, il existe une icône qui défie la tendance avec l'obstination d'une tradition. Le bus scolaire américain, avec sa couleur jaune caractéristique et son long capot avant. Ce n'est pas un anachronisme, c'est la preuve vivante que lorsque la mission change, la solution optimale change aussi. Le bus scolaire fonctionne selon un ensemble de principes radicalement différents de ceux d'un bus urbain. Son itinéraire n'est pas un cycle constant d'arrêt aux arrêts urbains, mais un parcours à travers des quartiers résidentiels, des routes rurales, et surtout, il doit s'arrêter sur la chaussée, pas toujours à des endroits aménagés. Ici, la sécurité prend une dimension unique. Le long capot du moteur avant agit comme une zone de déformation étendue, un matelas d'acier qui absorbe l'énergie en cas de collision frontale. Dans une collision à faible vitesse, la plus courante dans ces environnements, cette longueur supplémentaire peut faire la différence entre une bosse et une tragédie. De plus, l'architecture du châssis de camion sur lequel la plupart de ces bus sont construits est bon marché, robuste et familière à n'importe quel garage de village, où que ce soit dans le pays. La simplicité mécanique pour l'entretien local est plus précieuse que l'efficacité maximale de l'espace. Mais il y a une autre raison, peut-être la plus décisive, l'évacuation. En conservant le moteur à l'avant, toute la partie arrière du véhicule reste libre. Cela permet l'installation d'une grande porte de secours à l'arrière, une sortie critique et obligatoire qui offre une voie d'évacuation alternative immédiate en cas de blocage de la porte principale. Dans le créneau des bus touristiques de plus petite taille ou de certains minibus, la configuration avant persiste pour des raisons similaires d'économie d'échelle et d'utilisation des plateformes de fourgonnettes ou de camions légers déjà existantes. Leur mission ne donne pas la priorité à l'embarquement ultra rapide de masse, mais à la rentabilité de l'investissement initial. Ces véhicules nous rappellent que le moteur arrière n'est pas un dogme religieux,
mais un excellent outil pour résoudre un ensemble spécifique de problèmes. Lorsque les problèmes sont autres, coût initial, sécurité en cas de collision frontale, évacuation arrière ou simplicité d'entretien en milieu rural, l'ancienne configuration avant démontre qu'elle a encore des arguments de poids qui ne reposent pas sur l'efficacité de l'espace, mais sur la résilience et l'économie froide. Le compromis urbain, le moteur central dans les bus à plancher surbaissé et articulé. Alors que le moteur avant résiste dans certains créneaux, un concurrent plus direct et plus sophistiqué du moteur arrière a fait son apparition au cœur des grandes villes. La configuration centrale. Pour comprendre sa raison d'être, il faut penser au bus urbain idéal. Il doit avoir un plancher entièrement bas sur toute sa longueur pour un accès sans aucune marche. Il doit être incroyablement maniable, avec un rayon de braquage minimal pour négocier les virages serrés. Et il doit avoir une répartition du poids presque parfaite pour stabiliser un véhicule haut qui freine et accélère constamment. Le moteur arrière, avec son porte-à-faux et sa masse à une extrémité, pose des défis pour obtenir un plancher entièrement surbaissé sur toute la longueur et pour le rayon de braquage. La solution du moteur central répond avec élégance à ces points. Dans cette conception, le moteur est placé horizontalement dans un espace situé entre les essieux, généralement sous le plancher, au centre du véhicule ou légèrement vers l'arrière, mais sans dépasser l'essieu arrière. Ce positionnement est un exercice d'équilibre magistral. Il élimine le porte-à-faux arrière massif, ce qui raccourcit la longueur totale utile et réduit considérablement l'effet de rotation de la queue. Le rayon de braquage est amélioré. En plaçant une masse aussi importante au centre du véhicule, la stabilité directionnelle est améliorée, ce qui réduit le roulis. Mais son plus grand atout est son plancher bas. Comme il n'y a pas de moteur ni de différentiel surélevant le plancher à l'arrière, et comme il n'y a pas de moteur à l'avant, il est possible d'obtenir un plancher complètement plat et à la hauteur du trottoir de la porte avant à la porte arrière. C'est le rêve de l'accessibilité devenu réalité. Cette configuration est la reine incontestée des bus articulés à deux sections. Le fait de placer le moteur dans le coude de l'articulation, sur le châssis arrière du premier module, permet aux deux sections du véhicule d'avoir un plancher surbaissé, ce qui maximise la capacité et la fluidité des mouvements à l'intérieur. Le moteur central représente donc le compromis urbain suprême. Il privilégie l'accessibilité totale et la maniabilité dans les environnements les plus exigeants, en acceptant en contrepartie une plus grande complexité d'accès pour la maintenance. Il est souvent nécessaire de soulever des sections du plancher ou d'utiliser des fosses spéciales. Et un coût de fabrication probablement plus élevé. Il s'agit de l'évolution spécialisée du moteur arrière, perfectionné pour conquérir l'environnement le plus hostile, le centre-ville dense. Le facteur économique, quand le châssis du camion l'emporte sur l'ingénierie pure. Au-delà des conditions techniques idéales, il existe une force qui l'emporte souvent sur l'ingénierie la plus élégante, l'économie. Et dans le monde des transports, en particulier sur les marchés émergents ou pour les opérateurs de flotte aux budgets extrêmement serrés, l'équation peut être d'une simplicité brutale. Un châssis de camion avec cabine, un moteur à l'avant et une transmission déjà fabriquée à des millions d'exemplaires est intrinsèquement moins cher que de développer ou d'acheter un châssis de bus intégral avec un moteur à l'arrière. Cette plateforme, connue sous le nom de châssis pour carrosserie, est un produit de base. Les carrossiers achètent ces châssis en masse et y montent leur propre caisse de passagers. Il en résulte des bus qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler similaires aux bus intégraux, mais qui sont en réalité des camions. Cette décision économique a des implications profondes. Ces bus héritent de tous les inconvénients du moteur avant. Plancher surélevé, bruit et vibrations accrues, transmission longue et moins efficace, et répartition du poids moins optimale. Cependant, pour un opérateur dont la principale variable est le coût d'acquisition initial, ces inconvénients deviennent un mal acceptable. Le réseau de pièces détachées pour ce moteur et ce châssis de camion est omniprésent et bon marché. N'importe quel mécanicien généraliste peut le réparer. La résistance structurelle, conçue pour les charges des camions, est souvent surdimensionnée pour un bus, ce qui garantit une longue durée de vie. Ce facteur camion est le grand égalisateur dans la guerre des configurations. Il explique pourquoi, dans de nombreuses régions du monde, en dehors des centres urbains les plus riches ou des lignes principales, le bus à moteur avant reste le cheval de bataille. Ce n'est pas qu'ils ignorent les avantages du moteur arrière, mais dans leur bilan économique, le moindre investissement initial et les coûts de maintenance prévisibles l'emportent sur les économies de carburant à long terme ou le confort des passagers.
Cela nous rappelle cruellement que la conception optimale d'un point de vue purement technique est toujours en concurrence avec la conception optimale d'un point de vue de la viabilité financière. Et dans ce duel, c'est souvent le portefeuille qui l'emporte. L'électrification. Comment les moteurs dans les roues réécrivent les règles. Alors que la bataille entre les différents types de moteurs à combustion interne semblait s'être stabilisée, une révolution menace aujourd'hui de la rendre obsolète. L'électrification totale. Le bus électrique n'a pas de moteur au sens traditionnel du terme. Il est équipé à la place de moteurs électriques dont l'emplacement change tout. La technologie la plus disruptive est celle des essieux e-drive ou, plus radicale encore, des hub motors ou moteurs dans les roues. Dans cette architecture, des moteurs électriques compacts à couple élevé sont intégrés directement dans les essieux, voire dans les roues elles-mêmes. Cela élimine le besoin d'un bloc moteur central, d'une boîte de vitesse conventionnelle, d'un différentiel mécanique et bien sûr, de tout arbre de transmission. La puissance est générée exactement là où elle est nécessaire, dans le moyeu de la roue. Les implications pour la guerre des configurations sont profondes. Premièrement, cela libère un espace sans précédent. L'espace auparavant occupé par le moteur diesel, qu'il soit à l'avant, au centre ou à l'arrière, peut désormais être utilisé pour accueillir davantage de batteries ou simplement être supprimé, ce qui raccourcit le véhicule et libère encore plus d'espace intérieur. Deuxièmement, cela redéfinit qu'on place et la répartition du poids. Les batteries, le nouveau composant lourd, peuvent être réparties à plat sous le plancher, abaissant ainsi le centre de gravité et permettant une répartition parfaite du poids à 50/50. Troisièmement, cela offre une maniabilité révolutionnaire. En pouvant contrôler le couple de chaque roue indépendamment, un bus équipé de moteurs dans les roues peut littéralement tourner sur lui-même, effectuer des virages latéraux, crabes, ou ajuster sa trajectoire avec une précision impossible pour un véhicule à direction mécanique. Le virage en queue cesse d'être un problème physique pour devenir une variable logicielle. L'électrification n'est pas seulement un changement de carburant, c'est la dématérialisation du concept même de emplacement du moteur. Le groupe motopropulseur s'estompe, se répartit. Cette technologie est encore en phase de maturation, avec des défis à relever en matière de durabilité des moteurs dans les roues face aux nids de poules et à l'eau, ainsi qu'en matière de coût. Mais son potentiel est si grand qu'il oblige tous les constructeurs à repenser le bus à partir d'une feuille blanche. Dans cet avenir, la question ne sera plus à l'avant, au centre ou à l'arrière. Mais comment répartir la puissance et le poids de la manière la plus intelligente possible? L'ancienne guerre est sur le point d'être rendue obsolète par une nouvelle qui ne parle même pas la même langue. Pourquoi le moteur arrière reste le roi de la route? Face à ce panorama de résistants, de concurrents spécialisés et de révolutionnaires électriques, quel est le verdict final? Pour la mission la plus courante, la plus exigeante et la plus massive, le transport interurbain longue distance et le transport urbain à grande capacité, le moteur diesel arrière continue de régner en maître. Il offre l'équilibre parfait, le point optimal dans la courbe des compromis. Il combine l'efficacité de l'espace et l'accessibilité, bien que pas totale comme le moteur central, avec une efficacité mécanique et un confort acoustique inégalé pour la combustion. Son coût d'exploitation à long terme, compte tenu du carburant, de l'entretien et de la durabilité, est la référence par rapport à laquelle tous les autres sont évalués. L'infrastructure d'entretien pour cette configuration est profondément enracinée sur tous les continents. Pour les flottes qui parcourent des milliers de kilomètres par semaine sur les autoroutes, où la priorité est l'efficacité énergétique, la fiabilité à toute épreuve et le confort sur des trajets de plusieurs heures, il n'existe aucune alternative sérieuse dans le catalogue actuel des moteurs à combustion. Même face à l'électrique, son autonomie et son temps de ravitaillement lui donnent des années d'avance sur les longs trajets. Le moteur arrière a remporté la guerre principale car il a résolu de la manière la plus complète l'ensemble le plus large de problèmes. Les autres conceptions, avant, centrales, sont d'excellents spécialistes dans leur niche, sécurité scolaire ou maniabilité urbaine extrême. Mais le moteur arrière est le généraliste d'élite, celui qui peut tout faire très bien. Tant que la majeure partie de la planète continuera à se déplacer sur des roues alimentées au diesel, et tant que l'électrification achèvera sa lente mais inexorable conquête, le grondement sourd d'un moteur horizontal sous le plancher arrière d'un bus restera la bande sonore de la mobilité de masse.
Son règne n'est peut-être pas éternel, mais son héritage d'efficacité, de confort et de bon sens technique est gravé dans l'asphalte de toutes les routes du monde. Alors, la prochaine fois que vous monterez dans un bus, observez l'absence de marche, le silence relatif, la fluidité avec laquelle les gens montent et descendent, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est l'héritage vivant d'une décision qui transcende la mécanique, celle de placer les personnes au centre de la conception. Le moteur arrière n'est pas la seule réponse, mais pendant un siècle, il a été la réponse la plus élégante au casse-tête complexe des transports collectifs. C'est un rappel silencieux que parfois, le progrès ne consiste pas à ajouter de la complexité, mais à avoir l'audace de déplacer quelque chose pour que tout le reste s'emboîte. Et c'est dans ce déplacement simple mais profond que se construisent des villes plus accessibles, des trajets plus dignes, et une expérience partagée qui, kilomètre après kilomètre, nous définit.